En juillet 2021, Simon Garmont-Pré, un étudiant qui vient de réussir sa première année de médecine, est mortellement percuté par un camion sur une autoroute. Il venait de participer à sa première soirée d'intégration. Durant cette soirée, Simon Garmont-Pré, qui ne buvait pas d'alcool habituellement, en a avalé de grandes quantités. 3 organisateurs de cette soirée et l'Université de Lille étaient jugés mardi 20 janvier pour la mort de cet étudiant. La relaxe a été requise pour tous les prévenus, y compris le chauffeur de camion qui a percuté ce jeune homme. Le tribunal correctionnel de Lille rendra sa décision le 18 février, mais c'est bien la question du bizutage qui a été au cœur de cette affaire. Pourquoi y a-t-il si peu de procès dans les affaires de bizutage ? Comment expliquer que certaines filières n'arrivent pas à se débarrasser de ces pratiques ? Et dans quelle mesure le bizutage, pourtant interdit depuis 1998, est-il encore pratiqué ? Je suis Pauline Revenat, vous écoutez un nouvel épisode d'Affaires suivantes, le podcast inédit. Céline Hussonois-Alaya, bonjour, vous êtes journaliste à bfmtv.com. Marie-France Henry, bonjour, vous êtes présidente du Comité national contre le bizutage. Merci d'être avec nous. Dans un instant, nous évoquerons avec vous justement ce qui s'est passé durant ce procès. Mais tout d'abord, Céline, on va revenir ensemble sur ce qui s'est passé en juillet 2021 à l'Université de Lille. Simon Garmont-Pré a 19 ans, il vient d'achever sa première année de médecine. Une première année qu'il réussit avec brio, puisqu'il arrive 126e sur 600 au concours. Vous savez, ce concours très difficile qui permet d'entrer en deuxième année et de poursuivre ses études de médecine. Simon Garmont-Pré est un étudiant studieux, c'est un jeune homme sérieux qui vit encore chez ses parents. La veille de sa mort, Simon participe à une soirée de pré-intégration. Chaque année, après les épreuves, des soirées d'intégration sont organisées par des étudiants plus âgés. Pour Simon, ce sont des étudiants de troisième année. Il doit choisir un groupe d'étudiants pour son intégration. Il choisit le groupe au nom Les Borgia. Ce soir-là, il ne boit pas. D'ailleurs, Simon ne boit jamais, il n'aime pas l'alcool. Le lendemain, le 8 juillet 2021, c'est la vraie soirée d'intégration. L'annonce de la soirée donne d'ailleurs le ton « Prépare ton foie, les Borgia sont là ». Et la vidéo de promotion de la soirée est très claire. On voit des jeunes qui s'alcoolisent ou qui en font boire d'autres directement à la bouteille. C'est une beuverie qui s'annonce. Le père de Simon le dépose en voiture à la station de métro parce que Simon les a prévenus qu'il y aurait de l'alcool. Évidemment, ça les inquiète et ses parents lui demandent s'il doit vraiment y aller. Il dit que oui, que s'il veut poursuivre ses études de médecine, il n'a pas le choix. Et comment va se dérouler cette soirée ? Elle se passe où d'ailleurs ? C'est justement un des éléments qui est au cœur de l'affaire, puisque la soirée n'a pas lieu dans les locaux de l'Université de Lille, mais dans un appartement qui a été loué pour l'occasion. Un appartement tapissé de bâches, pour vous donner une idée de la saoulerie qui se prépare. Le principe de la soirée est simple, les étudiants doivent boire de l'alcool. Un objectif a été fixé à Simon, avaler 12 seringues d'un mélange d'alcool fort. Vous savez, ces grosses seringues qu'on utilise dans le milieu médical. Aux alentours de 23h et après la 8e seringue d'alcool, Simon se sent mal, il veut rentrer, il commande un VTC. Mais arrivé devant la maison de ses parents, au lieu de rentrer chez lui, il repart à pied en direction d'un pont qui enjambe une autoroute. À minuit 43, il prend un dernier selfie. La suite, c'est l'hypothèse des enquêteurs. Simon aurait fait tomber son téléphone sur les voies, il serait descendu pour aller le récupérer, mais un camion le percute, il meurt sur le coup. Durant cette soirée, 80 personnes étaient présentes, 120 litres d'alcool ont été consommés. Les parents de Simon Garmont-Pré estiment que leur fils a été obligé de consommer cet alcool et que cette alcoolisation dont il n'avait pas l'habitude l'a complètement désorienté. Alors, Marie-France Henry, est-ce que c'est fréquent, l'alcool, dans le bizutage ? Oui, c'est très fréquent, c'est même pratiquement toujours présent. Et en fait, c'est l'alcool qui est l'élément déclencheur, si on peut dire, hein. Et le nouveau, de par sa position de nouveau, ne va pas oser refuser ce que les anciens vont lui proposer. Donc l'alcool, c'est un dénominateur commun de toutes ces soirées. Oui, et des alcools forts. Et je voudrais préciser que légalement, ils ne doivent pas pouvoir distribuer d'alcool fort. Alors Céline, l'Université de Lille était aussi poursuivie et pour elle aussi, la relaxe a été requise. Pourquoi les parents de Simon Garmont-Pré estiment que l'université est responsable ? Eh bien, ils ont eu connaissance des conclusions d'une enquête administrative qui a été menée après la mort de leur fils. Et le rapport est accablant. Il évoque des précédents graves de bizutage, dont 3 blessés graves, 2 viols déclarés et 2 décès. Et puis surtout, les parents de Simon découvrent que officiellement, les activités d'intégration en médecine sont interdites. Mais le rapport indique que ces événements ont continué à avoir lieu au su et au vu de tous. Ça veut dire que la direction de l'université est au courant.
Dans ce rapport, il est écrit, je cite, « Rien n'est dit ou fait, même du point de vue disciplinaire, y compris en cas de graves dérives, pour en sanctionner les abus au motif que ces faits ne se déroulent pas à l'intérieur de l'université. » L'enquête dénonce même une omerta et estime que la faculté de médecine a, en plus de ne pas avoir mis fin à ces pratiques, contribué à ce qu'elles se poursuivent. Mais que répond l'université alors aux accusations des parents de Simon ? Eh bien, elle nie toute responsabilité, mais elle estime qu'elle n'a aucun pouvoir de police pour des faits qui se produisent en dehors des murs de la faculté. Pour rappel, il n'y a eu aucune sanction qui a été prise après la mort de Simon. Durant le procès, le président a affirmé avoir toujours condamné les pratiques de bizutage et s'être toujours engagé dans la prévention des risques liés à la consommation d'alcool. Et l'avocat de l'université, qui juge qu'elle n'a commis aucune négligence, a estimé que ce n'était pas un dossier de bizutage. Je rappelle que les organisateurs de la soirée sont poursuivis pour bizutage ou complicité de bizutage. Mais les parents de Simon Guermont-Pré maintiennent leurs accusations. Ils reprochent à l'université de ne pas avoir appliqué la charte ministérielle qui impose aux établissements du supérieur de veiller à ce que les règles de sécurité soient appliquées dans les soirées d'intégration, y compris lorsqu'elles ont lieu à l'extérieur. Alors justement, on en arrive au procès. Comment les organisateurs de la soirée se sont défendus ? Ils ont détaillé les mesures de sécurité qu'ils disent avoir mises en place ce soir-là. Ils écrivaient H2O, la formule de l'eau, sur le front des étudiants qui ne voulaient pas boire d'alcool. Ils mettaient une cible sur ceux qui acceptaient de boire de l'alcool. Ils faisaient des traits sur le bras de ceux qui acceptaient, un trait par dose d'alcool avalé. Et ils avaient une équipe PLS chargée de l'assistance aux étudiants en difficulté. Quand la présidente leur a demandé s'ils se sentaient responsables de la mort de Simon, ils ont répondu que non, qu'ils étaient désolés, mais qu'ils ne se sentaient pas plus responsables de l'avoir incité à consommer de l'alcool. Le témoignage de l'une des organisatrices a beaucoup ému le père de Simon. Elle leur a dit, en larmes, qu'elle imaginait leur douleur et que tout s'était écroulé quand ils ont su que Simon était mort. Elle a déclaré « On fait des études de médecine, notre but est de sauver des gens ». Daniel Guermont-Pré, le père de Simon, estime lui que les organisateurs de la soirée sont eux aussi des victimes. Pour lui, ils n'ont fait que perdurer une vieille tradition qu'ils ont eux-mêmes subie les années précédentes. Mais pour le procureur, rien ne permet de confirmer que Simon a ce soir-là bu sous la contrainte. L'avocat des parents de Simon s'en est indigné. Il a dénoncé le procès de l'irresponsabilité et celui d'un jeune homme mort pour rien. Pourtant, les drames se multiplient et les soirées d'intégration continuent de faire des victimes. Au mois de novembre dernier, un étudiant de 19 ans de la faculté de médecine de Nancy a été retrouvé mort au bord de l'autoroute. C'est exactement le même scénario que pour Simon Guermont-Pré. Marie-France Henry, le bizutage semble particulièrement ancré dans les études de médecine. Pourquoi et qu'est-ce qui explique que c'est une tradition en médecine ? Alors effectivement, le bizutage persiste en particulier dans les facultés de médecine, mais pas seulement, hein. Et sous prétexte que ce serait une tradition. Or, mais quelle tradition ? Oui, précisément. La tradition, ça veut rien dire, parce qu'il y a des traditions qui sont bonnes à conserver, et puis il y a des traditions qu'il faut absolument abandonner. Donc ça veut dire qu'il faut se remettre en question. Mais c'est quoi, des rites de passage, une intronisation ? Comment est-ce que l'esprit carabin, c'est ça ? Pas seulement, il ne se pose pas de questions en fait, hein. Voilà, c'est comme ça. C'est une reproduction. Oui, on reproduit. Alors, y compris dans les enseignants, il y en a qui l'ont subi. Bon. Et pour eux, ils ne se sont pas posé la question de savoir si c'était acceptable, pas acceptable. Donc, on reproduit sans aucun esprit critique, sans se poser de questions. C'est quand même grave pour des futurs médecins Oui. d'infliger des doses de boissons qu'ils infligent sans se dire que peut-être ça va mal se finir. Alors Céline, on parle du bizutage dans les études de médecine, mais le bizutage sévit aussi dans d'autres filières, que ce soit dans les universités ou dans les grandes écoles. Est-ce qu'on a une idée de l'ampleur du phénomène ? Alors c'est difficile à évaluer parce qu'il n'y a pas de statistiques nationales, mais l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur a mené une enquête sur 4000 étudiants et étudiantes. Et d'après leurs données, le bizutage concerne 11% des étudiants, ça fait 1 étudiant sur 10, c'est beaucoup. Et puis le bizutage reste mal compris, avec toujours une image positive. Je vous cite juste une donnée qui montre le problème. 1 étudiant sur 5 ne pense pas que forcer quelqu'un à participer à des activités soit une forme de bizutage. Je vais vous donner un exemple très éloquent qui s'est produit au mois de septembre dernier. Une 50aine d'étudiants de 2e année de médecine de Toulouse ont été retrouvés la nuit, errant dans une forêt, alcoolisés et en sous-vêtements. Certains étaient bâillonnés et ligotés à des arbres. 3 d'entre eux ont été hospitalisés, dont une en urgence absolue. Eh bien, certains des étudiants qui ont participé à ce parachutage, c'est comme ça qu'on appelle ça, ont expliqué que c'était juste de la rigolade, que tout le monde se marrait bien et que tout le monde était consentant.
Merci Céline pour ces explications. Alors Marie-France Henry, je rappelle, vous êtes présidente du Comité national contre le bizutage. L'avocat de l'université, il estime qu'il n'y avait pas de bizutage dans le cadre de cette soirée d'intégration qui a mené à la mort de Simon. Et ce qu'on a encore du mal à comprendre, ce que c'est que le bizutage et le côté insidieux qu'il peut avoir sous couvert de soirée d'intégration. Oui, le bizutage, c'est quand même quelque chose de très particulier et qui mérite vraiment qu'on le traite à part. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une loi très spécifique qui a fait du bizutage un délit. Il y a en particulier un point qui n'est absolument pas compris, ni par les organisateurs, ni par les établissements, ni par la justice d'ailleurs, hein. C'est contre son gré ou non. Parce que en matière de bizutage, il n'y a pas de consentement. C'est-à-dire que de toute façon, c'est non. Même, alors ils vont vous dire, mais on ne les a pas obligés, mais on leur a fait signer un papier pour dire qu'ils étaient d'accord. Enfin, ils vont tout imaginer, mais tout cela ne tient pas. Le bizutage est interdit et donc ils ne peuvent pas invoquer d'avoir pris des précautions ou quoi que ce soit. C'est non. Le parquet a requis la relaxe de tous les prévenus. On aura la décision le 18 février. Pourquoi il y a si peu de procès et si peu de condamnations dans les affaires de bizutage? Alors, euh, c'est compliqué parce que euh, quand, quand quelqu'un porte plainte, la plupart des plaintes pour bizutage sont classées sans suite. Bon. Donc, pour la famille ou le jeune qui porte plainte, c'est vraiment un désaveu total. Et ils nous disent, je me demande pourquoi j'ai porté plainte. Bon, si c'est pour arriver à ça, c'était pas la peine d'y aller. Donc, il y a ce point-là. Il y a les établissements qui ne sont pas toujours conscients. Là, on en a la preuve. Hein, ils le savaient qu'il y avait des procédures d'intégration. Ils n'ont pas mis en place les mesures appropriées, c'est-à-dire, 1, faire de la prévention, 2, faire signer la charte de bonne conduite qui est sur le site du ministère de l'Enseignement supérieur, et 3, poser des questions précises pour savoir c'est qui, c'est où, qu'est-ce qui se passe, etc. Et éventuellement, voir des chefs d'établissement qui vont au week-end d'intégration pour vérifier que tout se passe bien. Donc, il y a tout ça qui n'a pas été fait. Ensuite, si on parle de la justice, malheureusement, on constate que précisément le point le plus important de la loi, qui est contre son gré ou non, n'est pas compris. On le voit dans le procès de Guermont-Pré. Hein. Bon, il était d'accord pour boire. Il paraît qu'il était d'accord pour boire. Or, on sait que le jeune, en fait, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix parce que, et ça arrive malheureusement souvent, lorsqu'il refuse, il se fait mettre hors de sa promotion, voire il est obligé parfois de quitter l'établissement, ce qui veut dire aussi renoncer à un avenir professionnel. Alors les victimes parlent très peu. Souvent, il y a un grand silence qui écrase un peu tout. Et les séquelles peuvent être lourdes. Dans les témoignages que vous avez pu recevoir, qu'est-ce que les victimes de bizutage vous disent? Alors déjà, c'est très compliqué de les faire parler. Voilà. Souvent, il va y avoir plusieurs entretiens parce que ils ont honte. Ils ont honte d'avoir accepté. Ils se demandent pourquoi ils n'ont pas été capables de dire non. Ils ont honte de ce qui s'est passé, c'est-à-dire d'écrire des scènes extrêmement violentes, des actes à connotation sexuelle. C'est pas facile. Et c'est souvent au bout de plusieurs entretiens qu'on finit par savoir exactement ce qu'ils ont subi. Marie-France Henry, est-ce que le problème de manière générale, c'est qu'il n'y a pas assez de prévention, pas assez d'informations par les établissements autour du bizutage, mais aussi de sanctions? Oui, alors bon, les deux. Hein. Il n'y a pas assez de prévention, mais la prévention n'est pas suffisante. Le bizutage doit être inscrit dans tous les règlements intérieurs des établissements avec les sanctions prévues. Et lorsque un établissement a connaissance de faits de bizutage, 1, le chef d'établissement doit faire un signalement au procureur, ce qui n'est pas toujours fait. 2, il doit convoquer un conseil de discipline à l'encontre des auteurs des faits, parce qu'on voit même des conseils de discipline à l'encontre des victimes de temps en temps. Bon, ce qui est quand même un comble. Et en plus, il faut que les sanctions prises en conseil de discipline soient suffisamment sévères pour être dissuasives. Bon, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que ce qui freine un peu les chefs d'établissement, c'est que lorsque des sanctions sont prises en conseil de discipline, il y a souvent recours au tribunal administratif pour faire annuler la décision. Alors, imaginez le chef d'établissement qui prend des sanctions
et qui les voit revenir parce que le tribunal administratif a annulé la décision. C'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. L'enquête réalisée par l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur montre une méconnaissance de ce qu'est concrètement le bizutage. Est-ce que finalement le problème, c'est qu'on ne prend pas suffisamment au sérieux ce bizutage et qu'on le considère encore, comme on le disait au début, comme un rite de passage, comme une tradition? Oui, beaucoup trop souvent. Et quand on intervient dans des établissements sur des affaires assez graves, hein, sur des faits franchement d'une gravité totale, eh bien, quand on demande aux jeunes qui a trouvé ça drôle, 90% lèvent la main. Ça veut dire qu'ils ont subi des actes qu'en temps normal, ils n'auraient jamais acceptés, sans se poser de questions. Et la meilleure façon de ne pas se poser de questions, c'est d'en rire et de dire c'était drôle. Merci beaucoup Marie-France Henry pour votre éclairage et votre participation. On pourra retrouver cet épisode et tous les autres sur bfmtv.com et les plateformes de streaming. Nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles enquêtes dans Affaires suivantes, le podcast inédit. Merci à toutes les deux.